Donc, merci beaucoup à tout le monde d'être présent. Merci aux étudiantes, merci aux collègues, merci aux gens de la société civile et à tous nos juristes, avocats, étudiants, collègues qui sont branchés à travers Zoom. Alors, c'est vrai que c'est la première fois qu'on fait un événement en mode hybride, donc il y a un peu comme un petit désordre dans la salle, mais c'est un désordre vivant et humain, donc c'est très agréable. Alors, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir deux invités. Alors, où est-ce que je vais regarder quand je parle? C'est la caméra qui tourne. OK, d'accord. Donc, je regarde la caméra. Okay, d'accord. Donc, nous avons le plaisir de recevoir deux invités qui se sont déplacés donc aujourd'hui pour venir nous rencontrer. Annick Provencher et Victor Larouquière qui arrivent de Montréal. Donc, merci beaucoup d'avoir fait le trajet, c'est très apprécié. Alors, ce qui est spécial aujourd'hui, hein, c'est un webinaire qui est organisé dans le cadre des activités de la communauté de recherche action sur les droits économiques et sociaux. C'est notre 5e webinaire cette année. Alors, on a la chance aujourd'hui de toucher à un sujet très particulier sur lequel moi, en tout cas personnellement, dans le cadre de mes activités académiques en lien avec les droits économiques et sociaux, j'ai jamais eu encore l'occasion, le privilège, le bonheur d'entrer en relation avec des fiscalistes, avec des personnes qui sont spécialisées en matière de droit fiscal ou de politique publique en fiscalité. Okay, on entend super bien. C'est correct quand même? On pourrait inviter les gens à fermer leur micro pendant la conférence. Alors, s'il vous plaît, pour les personnes qui sont à distance, si c'est possible pour vous d'éteindre votre petit micro, ce serait bien utile. Merci beaucoup. Donc, voilà, le domaine du droit fiscal, c'est en fait une perspective qui est extrêmement pertinente pour la réflexion sur les droits économiques et sociaux, puisque, tels qu'ils sont définis en droit international, on sait que le pacte sur les droits économiques et sociaux impose une obligation à l'État de mettre en œuvre certaines mesures au maximum des ressources disponibles. Et ce concept de maximum des ressources disponibles en droit international des droits économiques et sociaux est somme toute assez peu étudié, notamment au Québec, au Canada. Donc, qu'est-ce que ça signifie, le maximum des ressources disponibles? Comment est-ce qu'on peut évaluer ça? Et c'est ici que la perspective des fiscalistes, notamment sous l'angle de la justice fiscale, est particulièrement pertinente. Alors, donc, on est ravis de vous accueillir vraiment pour ouvrir une perspective qui est particulièrement pertinente, intéressante, originale dans la réflexion sur les droits économiques et sociaux. Alors, je souhaite remercier, bien sûr, l'équipe des événements qui a organisé ce webinaire. Je vais présenter rapidement nos invités, puisque, voilà, nous sommes déjà à 11h38. Le temps est précieux. Alors, d'abord, nous avons le privilège de recevoir Victor Larouquière, qui est professeur en fiscalité canadienne à l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal. Il était auparavant chargé de cours en droit fiscal à la Faculté de droit de l'Université de Montréal. Candidat au doctorat, c'est terminé, candidat au doctorat? Il faudrait. Ah, il faudrait. Donc, candidat au doctorat en droit sous la direction de la professeure Annick Provencher, qui est notre deuxième invitée. Il est donc candidat sous la direction d'Annick à l'Université de Montréal. Il est titulaire, Victor, d'une maîtrise en droit public des affaires et d'une licence de droit de l'Université Pierre Mendès France, Grenoble 2. Il est également collaborateur au sein de notre partenariat et étudiant-chercheur auprès du Centre de recherche en droit public et du Centre de droit des affaires et de commerce international de l'Université de Montréal. Les recherches de Victor portent sur la fiscalité canadienne et québécoise, sur la théorie de l'impôt et la justice fiscale. Notre deuxième invitée, donc Annick Provencher, la professeure Provencher, elle est spécialisée en droit fiscal à la Faculté de droit de l'Université de Montréal. Elle est également co-directrice du programme de maîtrise en droit fiscal en partenariat avec HEC Montréal. Annick est diplômée de l'Université McGill de HEC Montréal et de l'Université d'Ottawa. Elle y a réalisé sa thèse sur le thème de la fiscalité et de l'égalité de genre. Elle a été auparavant professeure au département des sciences comptables de HEC Montréal. Annick est chercheur affilié au Centre de recherche en droit public, au Centre de droit des affaires et du commerce international
Et elle est donc co-chercheuse au sein de notre partenariat de recherche, la communauté de recherche-action sur les droits économiques et sociaux. Chacune des affiliations d'ANIC s'inscrit en relation avec ses intérêts de recherche qui s'orientent autour de 3 axes: les questions de justice fiscale et d'égalité, les mesures d'éco-fiscalité et la fiscalité des ressources naturelles, et les aspects techniques et complexes du droit fiscal, notamment en fiscalité canadienne ainsi qu'en fiscalité internationale. Les travaux de la professeure Provencher mobilisent des méthodologies de recherche diverses avec une emphase sur les approches sociologiques du droit. Alors, nous avons le plaisir d'entendre nos 2 conférenciers qui donc nous proposent une communication qui porte le titre suivant: Fiscalité et soutenabilité de l'État social, peut-on faire mieux? Je vous cède la parole. Merci beaucoup d'être présent avec nous aujourd'hui. Hier, je parlais de la conférence qu'on se prépare à faire avec vous à un de mes collègues qui me disait si j'étais en examen de synthèse de ma thèse de doctorat avec un titre comme ça, je me ferais massacrer et vous auriez bien raison de le faire. Par contre, on a un titre large parce qu'on ne va pas vous donner une réponse sur c'est quoi le maximum des ressources disponibles du gouvernement. On n'est ni économiste, ni spécialiste des politiques publiques ou de la finance publique. On est des juristes avant tout. Donc, on va vous parler de la question de perception des revenus par l'État et de redistribution, mais à travers le prisme de la loi. Donc, en gardant en tête les principes juridiques. Moi, je ne suis pas du tout une philosophe du droit, une Victor est un petit peu plus que moi, pas mal plus que moi, qui fait sa thèse sur des questions plus liées à la philosophie. Donc, ça va rester très concret. Puis, on n'a pas de réponse. Est-ce qu'on peut faire mieux? En fait, la seule réponse possible à cette question-là, c'est certainement oui. Mais comment? En fait, ce qu'on veut faire avec la présentation d'aujourd'hui, c'est donner des pistes de réflexion juridique sur est-ce qu'on peut faire mieux et pourquoi? Et c'est quoi les grandes problématiques qu'on rencontre en droit fiscal pour justement faire mieux, pour remplir davantage les coffres de l'État, donc augmenter le maximum des ressources disponibles pour redistribution et dans quels paramètres on peut opérer ça. Donc, c'est un peu l'approche qu'on prend. Donc, ça se dirige un peu partout. Vous allez voir. Je sais pas si, je vais partager. Je pense que je partage l'écran. Puis on va le voir apparaître. Ah, voilà. Donc, pour discuter, en fait, de la soutenabilité de l'État et de la fiscalité, on a approché ça en 4 grandes catégories, pardon. On va adresser tout d'abord les fondements du régime fiscal, qui sont quand même importants parce qu'ils vont définir, en fait, de la manière dont l'État peut intervenir pour taxer davantage ou taxer mieux. Ensuite, on va s'attarder à est-ce qu'on pourrait taxer davantage les risques? Est-ce qu'on pourrait taxer d'autres revenus? Donc, est-ce qu'on pourrait élargir l'assiette fiscale? Donc, en point 2. En point 3, on va parler de la difficile lutte contre l'évitement fiscal. Donc, on va distinguer évitement et évasion, puis on va voir comment ça peut impacter, en fait, les ressources disponibles par l'État. Et finalement, on va voir qu'une grande partie de la redistribution sociale se fait par l'intermédiaire des lois fiscales et que cette redistribution-là est peut-être pas optimale quand elle est intégrée, par exemple, à la loi de l'impôt sur le revenu. C'est les 4 sujets qu'on va traiter. Donc, on ne verra rien en très grande profondeur, mais on va adresser toutes les questions un peu rapidement. Donc, les fondements du régime fiscal. C'est pas vraiment un fondement, mais il faut comprendre avant de comprendre les fondements qui paie de l'impôt au Canada. Au Canada, surtout parce que toi, tu vas rebondir sur l'intégration fiscale. Au Canada, les particuliers, donc les individus, paient de l'impôt. S'ils sont résidents du Canada. Donc, s'ils sont résidents du Canada, ils vont payer de l'impôt sur leurs revenus canadiens, mais aussi sur leurs revenus mondiaux. Donc, c'est l'ensemble, on appelle ça sur les revenus mondiaux. Donc, on paye sur l'ensemble de nos revenus gagnés, que ce soit au Canada ou à l'extérieur du Canada. Puis ensuite, il y a les conventions fiscales qui vont intervenir
pour s'assurer qu'il n'y a pas de double imposition, puis pour départager, en fait, qui paye, qui va ramasser les revenus d'un particulier ou d'un autre particulier. Les non-résidents, eux, vont aussi payer l'impôt, donc c'est pas parce qu'on est non-résident qu'on n'est pas assujetti à l'impôt canadien. Par contre, ils vont payer l'impôt seulement sur des sources de revenus qui ont un rattachement géographique avec le Canada. Donc, par exemple, sur le revenu d'emploi qui est gagné au Canada, sur le revenu d'entreprise qui est gagné au Canada, sur la disposition de certains biens, donc le gain en capital quand on vend certains biens qui sont des biens situés au Canada. Puis ensuite, sur d'autres sources de revenus passifs par l'intermédiaire de revenus à la source ou de revenus sur les montants qui vont être faits. Donc, ça, c'est l'assiette fiscale, c'est ce qu'on va chercher du côté des particuliers quand on pense à l'impôt sur le revenu. Vous êtes tous des particuliers dans la salle, vous savez que ce n'est pas le seul impôt que vous payez, puis qu'on a toutes sortes d'autres impôts qui sont prélevés sur notre revenu, que ce soit les taxes à la consommation, des contributions étatiques ou sociales. J'oublie quelque chose. Actuellement, c'est pas mal le gros de ce qui est perçu, plus des frais, des droits, des permis, des choses comme ça. L'impôt foncier, si vous êtes propriétaire d'une résidence. Les sociétés, mais les sociétés, c'est plus difficile un petit peu d'établir où est fait l'impôt. On de l'impôt à l'endroit dans la juridiction où elle exploite une entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable. La dernière partie, l'intermédiaire d'un établissement stable, vient des conventions fiscales que le Canada a signées avec d'autres juridictions. Donc, il faut qu'il y ait une présence physique quand même importante dans la juridiction pour qu'on puisse imposer une société ou qu'elle ait, par exemple, des employés dépendants qui sont habiles à contracter ou à signer des contrats au Canada. Donc, en gros, c'est ça l'assujettissement de façon brève et simplifiée, l'assujettissement des sociétés, des particuliers au Canada. Ça marche pas? Non. Ah, okay. Ben, si je sors de la formule diapo, pourtant, tantôt, ça a fonctionné. Ah, ça marche. Ah, je peux pas. OK. Je sais pas. J'ai juste, en tout cas, c'est une petite Vous navette. jamais le conflit des manettes technologiques et des choses comme ça fonctionne pas. Les fondements du régime fiscal. Pourquoi on parle des fondements ce midi? C'est parce que ce sont ces fondements-là qui vont dicter, en fait, la façon dont on va créer ou établir notre régime fiscal, parce qu'elles doivent, en fait, les grands facteurs qu'on va voir doivent guider, en fait, le législateur quand il vient le temps d'imposer, d'établir une nouvelle norme fiscale. Les fondements nous viennent, en gros, d'un rapport qui a été écrit dans les années 60, à la fin des années 60, qui s'appelle le rapport Carter, qui est le rapport de la Commission d'enquête sur la fiscalité au Canada, qui est un rapport assez volumineux, plusieurs volumes, plusieurs centaines de pages, qui est l'aboutissement d'un long processus de près d'une dizaine d'années où des gens font des représentations sur une foule de sujets, des plus larges, qui sont les fondements du régime fiscal, aux plus techniques, qui sont par exemple l'imposition des sociétés minières. Donc, tout est couvert là-dedans. Et on reconnaît maintenant que ce rapport est fondateur, en fait, de la plupart des facteurs ou des critères qu'on doit évaluer quand on veut imposer l'impôt au Canada. Le premier critère, qui est celui de l'équité, nous dit qu'en fait, on doit avoir l'équité qui est horizontale. Donc, deux contribuables dans la même situation économique, peu importe leur source de revenus, devraient être imposés de la même façon. C'est assez large. Je pense que tout le monde qui a fait L1 a vu ces critères-là en quelque part. Puis, le plus important, la fiscalité, l'équité verticale qui prévoit en fait que plus notre situation économique augmente, plus on devrait payer d'impôts. Donc, plus on devrait s'investir contribuer à l'impôt canadien. Là, la base de ce critère qui est celui de l'équité, c'est la faculté contributive des contribuables. Donc, on devrait contribuer à l'impôt à la limite de notre faculté contributive, donc selon ce que nous permet nos revenus dans une année. C'est ce qui est la base de nos taux progressifs, donc de la progressivité du régime fiscal, qui fait que
plus nos revenus augmentent, plus on s'impose sur une grande portion des revenus gagnés, puis on va revoir tout à l'heure la progressivité plus en détail. Ce qui est très intéressant sur le plan de l'équité puis des principes fondateurs de l'équité, puis je vais vous lire, c'est un passage du rapport Carter qui prévoit, parce que dans les objectifs du régime fiscal, il est prévu que l'impôt devrait servir à répartir équitablement la production. Et qu'est-ce qu'entend le rapport Carter sur la notion de répartir équitablement la production? Chaque fois que je le lis, ça frappe un peu l'imaginaire parce qu'on ne s'attend pas à ça de notre régime fiscal. On s'attend à quelque chose d'un petit peu plus rigide. Donc, ce que nous dit le rapport, c'est le régime des impôts devrait assurer entre les particuliers et les groupes une répartition telle des biens et des services que les économiquement faibles ou les personnes qui ont des obligations ou des charges particulièrement lourdes puissent jouir d'un niveau de vie convenable. Quand on pense à l'impôt, ce n'est pas nécessairement à ça qu'on pense en premier lieu. On pense à ce qu'on nous prend sur notre paye, sur notre rapport d'impôt à la fin de l'année, sur des règles techniques, mais notre régime fiscal doit donc s'assurer que si on a peu de revenus, peu de capacité à contribuer à l'impôt, on devrait en fait peu contribuer. Ça va être à l'hôpital, en tout cas, je veux dire. Si on vous entend, monsieur. On devrait contribuer moins à l'impôt que si on gagne plus. L'autre principe, et c'est Non, ce que je vais non, essayer, c'est moi aussi, j'attendais. Non, on n'entend pas ça. Mais je pense que. On a réussi à fermer les micros à tout le monde. Merci. Ensuite, la neutralité. Donc, toutes les sources de revenus devraient être imposées de la même manière, puis le régime fiscal ne devrait pas, en fait, intervenir dans les choix économiques des contribuables. Bon, ça, c'est beau, puis tu peux y revenir tantôt, j'imagine. C'est beau en pratique, en théorie, c'est beau, parce que oui, effectivement, quand on perçoit des revenus, on doit le faire de manière neutre. Donc, qu'on gagne $1 de revenu d'emploi ou $1 de revenu d'entreprise, on devrait être imposé de la même manière si on est dans la même situation économique. Peu importe la source de revenus, on ne devrait pas encourager une façon de gagner du revenu versus une autre. En gros, c'est ça. On va se rendre compte, on va le voir, c'est une longue introduction, mon truc, mais on va voir à la fin de la présentation que la neutralité, en fait, elle s'applique à la perception des revenus, donc à la perception des impôts sur le revenu, donc sur la détermination de qu'est-ce que le revenu, mais la neutralité ne s'applique pas à toute la loi d'impôt sur le revenu, par exemple, ou à la loi sur les impôts du Québec, parce qu'on fait des choix de politique publique aussi dans les lois fiscales pour redistribuer des montants. Puis là, on ne veut pas être neutre. En fait, on veut le contraire d'être neutre. On veut agir sur des comportements, par exemple, quand on décide de cesser de donner des avantages fiscaux aux pétrolières ou ceux qui exploitent de l'énergie qui n'est pas de l'énergie verte, on fait un choix de politique publique qui n'est pas neutre. Donc, il y a beaucoup de mesures fiscales qui ne sont pas neutres, mais quand on parle de calculer le revenu pour savoir sur quel montant on va percevoir l'impôt, cette partie-là devrait être neutre. Elle ne l'est pas à plusieurs égards, et on va voir qu'est-ce qu'il y a un problème quand on va voir les problèmes qui découlent des fondements du régime fiscal qui sont mal appliqués. Si on est un en particulier, particulièrement pour le gain en capital que va voir Victor avec vous tout à l'heure. Pour l'intégration, je te laisse enfin la parole. Le principe d'intégration, en fait, c'est le principe qui va régir l'imposition des sociétés. Et je vais vous dire un truc qui va pendant surprendre, c'est que dans la conception fiscale canadienne, l'impôt des sociétés, c'est un mal nécessaire. C'est-à-dire, idéalement, philosophiquement, il ne devrait pas y avoir d'impôt sur les sociétés selon la conception du rapport Carter. Parce que faut oublier que la fiscalité, c'est avant tout fait par des économistes, et que pour un économiste, des sociétés, ça n'existe pas. Et donc, ultimement, tout impôt selon leur conception est payé par des particuliers. Et en plus, il y a, comme l'avait rappelé Annick, l'aspect que l'impôt doit être économiquement neutre. Et donc, une imposition sur les sociétés, ça va avoir une forme de distorsion de marché. Et donc, on va idéalement, on va justement éviter normalement d'avoir un impôt sur les sociétés. Mais donc, pourquoi en fait on va conserver un impôt sur les sociétés? En fait, on va le conserver parce que la solution, si on veut justement avoir cette neutralité économique, notamment également cette neutralité d'une caste est une caste, c'est qu'il faudrait réaliser les plus-values non réalisées, imposer les plus-values non réalisées. Alors bien sûr, ça serait un peu problématique, parce que ça veut dire que
à une période X, il faudrait que vous disposiez à vous-même de vos actions et de vos parts et que vous vous imposiez sur ça. Donc, pour éviter ça, et donc pour éviter l'autre solution qui serait en fait un report infini d'impôts, donc c'est-à-dire que les gens qui gagnent du revenu via l'entreprise ne payent jamais d'impôts, et également parce que quand on impose les sociétés, en fait, on a également l'avantage en fait, d'imposer les sociétés canadiennes qui appartiennent à des étrangers, donc c'est un peu dommage que cet argent, s'il va jusqu'au particulier étranger, de ce fait, on va justement en fait, imposer les sociétés, mais on va intégrer la fiscalité des sociétés à l'impôt des particuliers. Et donc, c'est vraiment un accessoire. C'est-à-dire que quand on impose les sociétés, on n'impose pas les sociétés. Le but n'est pas d'imposer les sociétés en tant que telles, c'est d'imposer les particuliers en avance. D'ailleurs, c'est pour ça, pour ceux qui ont des participations des sociétés, vous allez avoir, quand vous allez vous verser des dividendes, vous allez majorer le dividende pour retrouver le dividende qui aurait été perçu en l'absence d'une imposition sur les sociétés, et vous allez recevoir un crédit d'impôt qui va vous rembourser de l'impôt qui a été payé par la société. Et donc, il faut bien comprendre ça, c'est que l'aspect de l'impôt sur les sociétés, c'est un impôt qui est accessoire. Je te laisse compter sur Bouygues de 26. Enfin, le dernier fondement avant de passer vraiment s'attaquer aux questions plus importantes, c'est le principe du Duke of Westminster. C'est un principe qui guide encore l'imposition canadienne. Duke of Westminster, c'est une décision britannique qui a été rendue il y a très longtemps et qui a été maintenue dans le système canadien alors qu'elle a été rejetée dans la plupart des autres juridictions du Commonwealth. Donc, mais elle subsiste de façon altérée, on va le voir tout à l'heure quand on va voir la règle générale anti-évitement, mais elle subsiste quand même pour le reste des dispositions fiscales. On en parle ici, ce n'est pas un fondement du régime fiscal en tant que tel, ce n'est pas prévu dans le rapport Carter, mais c'est une décision qui est omniprésente dans la jurisprudence, particulièrement dans la jurisprudence de la Cour suprême du Canada, et qui en fait favorise une interprétation des lois fiscales qui est une interprétation assez littérale et stricte, qui empêche un peu certaines dispositions de s'émanciper complètement. Puis je vais laisser le temps tout à l'heure vous parler de ces dispositions-là. Le principe du Duke of Westminster, c'est le principe qui dit que tout contribuable a le droit d'arranger ses affaires de la manière qui lui convient, même si ça permet surtout si ça permet de réduire sa charge fiscale. Donc, on a le droit d'arranger nos affaires de manière à minimiser notre charge fiscale le plus possible. Et ça va dicter, on va le voir, toute l'interprétation des tribunaux en matière d'évitement fiscal. Parce que si chacun a le droit d'arranger ses affaires de la manière qu'il entend pour minimiser sa charge fiscale, puis que la loi permet ce type de planification, ce type d'organisation fiscale, mais en fait, les tribunaux vont refuser d'intervenir en disant que c'est un principe qui dicte notre régime fiscal. Derrière ce principe du Duke of Westminster, où tout le monde peut arranger ses affaires de manière à minimiser la charge fiscale, mais les tribunaux voient en fait des principes comme celui de la certitude fiscale, de la prévisibilité, qui sont des principes, certes, qui sont importants, mais en tout cas, c'est notre position à tous les deux, pas de là à restreindre en fait une interprétation téléologique des lois fiscales. Donc, voilà pour le principe du Duke of Westminster. Nous, on a beaucoup de questions, on n'a pas beaucoup de réponses pour vous, mais pourrait-on imposer davantage les risques? Les riches, oui, probablement, mais on va voir surtout dans quels paramètres on pourrait le faire, puis quelles sont les limites aussi à... je n'arrive pas de parler, c'est bientôt ton tour, Victor. Dans quelles limites on peut le faire, puis c'est quoi les paramètres qui nous limitent? On a vu tantôt que le régime fiscal canadien devrait être progressif, donc on devrait payer plus d'impôts si on gagne davantage de revenus. Donc, un contribuable qui gagne au fédéral entre 0 et 53 359 $ va normalement payer un taux d'imposition sur cette tranche de revenus-là, donc de 0 à 53 000, de 15 %. Par contre, le premier 15 000 $ de revenus gagnés par ce contribuable va être complètement exempté d'impôts. Donc, on donne droit à un crédit qu'on appelle le crédit de base.
qui va exempter le premier 15 000 de revenus gagnés au fédéral de l'impôt. Ouais, à peu près. Donc, plus les revenus augmentent, donc la tranche de revenus qui est entre 53 359 et 106 727 va être imposée à un taux de 20,5 %, puis ainsi de suite jusqu'à arriver au taux de 33 % pour les revenus qui excèdent 235 675. Donc, ce n'est pas l'ensemble des revenus de quelqu'un qui gagne 250 000 qui va être imposé au taux de 33 %, mais bien juste ces revenus qui excèdent 235 675. J'ai passé toute la campagne électorale de 2018 à corriger tout le monde sur Facebook pendant des semaines. Je pense que c'était presque une job à temps partiel parce que les gens ne comprenaient pas déjà le système de progression des taux d'imposition. Donc ça, déjà, ça empêche le débat fiscal de s'épanouir parce qu'on parle de choses qu'on ne maîtrise pas nécessairement très, très bien. Et au provincial, on a aussi une progression des taux d'imposition, mais un petit peu moins de progression. C'est le cas dans la plupart des provinces. On a des impôts qui sont un petit peu moins progressifs. Donc, entre 14 et 25,75 %. Donc, on a seulement 4 paliers d'imposition au provincial et tout le monde qui gagne en haut de 119 910 $ va être imposé sur ces revenus-là au taux maximum. Donc, ça, c'est le fonctionnement du régime. Donc, nous, on plaide pour un régime qui soit un régime peut-être plus progressif qu'il est actuellement. L'impôt sur le revenu des particuliers, c'est la moitié des recettes fiscales du fédéral, donc des recettes totales du gouvernement fédéral. L'impôt sur le revenu représente 70 % des recettes, donc des montants perçus par le fédéral. Et la TPS en représente, donc la taxe sur les produits et services, une taxe à la consommation fédérale, elle représente 11 % des recettes du gouvernement. On s'entend que ces deux postes de revenus-là, du côté fédéral, représentent 81 % des revenus gagnés des revenus perçus, en fait, par le gouvernement fédéral, ce qui est quand même important. Donc, on se concentre de notre côté sur ces deux sources de perception-là par l'État parce que ce sont les plus importantes, puis c'est ceux qui font la différence. Du côté du Québec, on est à peu près dans les mêmes, pas tout à fait dans les mêmes proportions, mais quand même dans les proportions comparables. Donc, l'impôt sur le revenu représente à peu près 52 % des revenus autonomes du Québec, donc sans tenir compte des transferts fédéraux. Puis les taxes à la consommation, 25 %. Donc, c'est quand même des revenus importants. Quand on parle d'un régime plus progressif en matière fiscale, je ne sais pas si j'ai après. Donc, on adresse souvent la question du tax mix. Donc, quelle proportion d'impôt sur le revenu on veut par rapport à quelle proportion d'impôts sur de taxes à la consommation, par exemple, ou d'autres impôts que vous allez voir un petit peu plus loin avec Victor. Donc, on se pose la question, est-ce qu'on devrait augmenter les taxes à la consommation et baisser l'impôt sur le revenu ou est-ce qu'on devrait faire l'inverse? Et là, je pense qu'il y a des économistes autour de nous. Les économistes, nous, on vous lit, les économistes, puis on se questionne parce qu'on lit tout. Il y a un peu de tout. Donc, il y a ceux qui plaident pour une augmentation des taxes à la consommation parce que ce serait meilleur pour l'économie selon eux. Ça aurait un effet encourageant sur le travail et sur l'économie. Alors qu'il y en a d'autres qui disent, mais non, les taxes à la consommation, ce sont des taxes régressives. Et donc, on devrait les éviter, favoriser un impôt sur le revenu. Moi, après mes lectures, c'est un peu dans la PowerPoint, mais après mes lectures, ce que je privilégie, c'est que je pense que de ce que je retire de mes lectures, il semble que le tax mix n'est pas vraiment d'impact sur l'économie, mais que le tax mix est surtout un impact sur la distribution du revenu, donc sur la redistribution de qui paie l'impôt et de quelle manière. Et pour moi, quand on parle de droits économiques et sociaux, parce que oui, on veut percevoir plus de revenus, mais on veut le percevoir entre les bonnes mains, cet impact-là est encore plus important que l'impact sur l'économie. Donc, de s'assurer que la charge fiscale des personnes à plus faible revenu n'augmente pas proportionnellement à celle des gens qui ont plus de revenus. Donc, j'ai un petit tableau.
Merci, Patrick. Voilà, merci. Si ça ne marche plus, je vais le changer sur l'ordi. Je trouve la manette, donc je peux couper. Donc, on a vu tout à l'heure que l'impôt sur le revenu, ça c'est tiré d'un texte de Peter Spiro qui date de 2012, donc qui n'est pas tout à fait à jour, mais quand même en fiscalité, c'est quand même pas si mal. Je vous ai mis la référence sur SSRN. Et lui s'inspire d'une publication, en fait, de Luc Godbout et Lucie Saint-Ferny. Voyons, j'ai dit tout le temps son nom, Lucie Saint-Ferny. Suzy Saint-Ferny, merci. Qui ont publié à Sherbrooke sur cette question-là. Donc, ils ont publié une étude sur la progressivité à la fois de la TPS et l'impôt sur le revenu. Et il a donc tiré ce tableau-là de leur étude et je trouvais que ça parlait. Donc, on a vu que l'impôt sur le revenu était progressif, avait une certaine progression parce que plus que nos revenus augmentent, plus notre taux d'imposition va être élevé. Donc, la proportion de notre revenu qui va être imposé, sur lequel on va payer l'impôt, va être plus grande, plus notre revenu augmente. La TPS et la TVQ n'ont pas cet effet-là. Si Victor et moi, qui avons des revenus différents, disons que Victor a 10 000 $ de revenus cette année et que j'en ai 60 000, Victor et moi, si on va s'acheter un ordinateur au magasin, on va payer exactement la même taxe de vente. Donc, on va payer exactement le même montant. Donc, c'est pas, il n'y a pas d'effet. Notre revenu n'a pas d'effet sur le montant de la taxe. Notre revenu va avoir de l'effet sur le montant de la taxe parce que je risque d'avoir plus de revenus disponibles à la consommation que Victor, donc de payer plus de taxes que lui parce que je consomme plus que lui, mais sinon, on va payer le même montant de taxes. Ce qui fait que ça pourrait avoir un effet qu'on appelle un effet régressif. Donc, Victor utiliserait davantage de son revenu pour la consommation que moi parce que la totalité de son revenu nécessite de s'approvisionner en biens de consommation pour se nourrir, pour se loger, pour se vêtir, donc pour répondre à ses besoins de base, alors que moi, je peux dépenser une partie de mes revenus pour mes besoins de base, mais garder une partie de mes revenus pour les investir ou faire autre chose. Donc, de cette manière-là, Victor pourrait être considéré comme investissant davantage en proportion de son revenu en TPS, TVQ que moi. Donc, pour éviter ça, le législateur a prévu des solutions. Elles ne sont pas parfaites, ces solutions, puis c'est pour ça que vous voyez que la petite ligne rouge, elle est plus ou moins progressive. Elle devrait l'être un petit peu plus. Là, je ne sais pas trop d'où viennent les chiffres. Là, on les corrigera peut-être. Je sais d'où viennent les chiffres, mais ils ne me paraissent pas correspondre à l'étude de Godbout et Saint-Ferny totalement, mais j'aimais quand même l'image que ça projetait. Donc, pour faire ça, il y a deux mécanismes qui sont pris. Tout d'abord, dans les lois, que ce soit la loi sur la taxe de vente ou la loi sur la taxe d'assises, donc qui prévoit la TPS et la TVQ, il y a des fournitures qui vont être des fournitures qu'on appelle exonérées ou détaxées, donc sur lesquelles on ne paiera pas de taxe de vente quand on est un consommateur ultime. Ça va changer quelque chose pour l'entreprise, qu'elle soit détaxée ou exonérée, mais pour moi, en tant que consommateur, ça ne changera rien. Je vais payer 0% d'impôt de taxe de vente sur ces biens-là et ça va inclure, par exemple, les biens de première nécessité. La plupart des biens d'épicerie qui ne sont pas des boissons sucrées ou des collations pas bonnes pour la santé vont être des produits détaxés ou exonérés. Le loyer qu'un particulier paye pour se loger, résidentiel, va être aussi détaxé. Les biens de première nécessité au Québec, les couches vont être, par exemple, des produits détaxés aussi, de manière à ce que charge fiscale, c'est une grosse partie de la charge fiscale d'un contribuable qui a un plus faible revenu va être investi dans les biens de première nécessité, que sa charge de TPS, TVQ soit diminuée. L'autre façon de procéder pour s'assurer d'une certaine progressivité fiscale, c'est en fait d'avoir un crédit d'impôt pour la TPS, TVQ, en fait pour la TVQ. Et ça, c'est des montants qu'on rembourse aux personnes à plus faible revenu par paiement trimestriel, donc un montant fixe qui est remboursé pour tenir compte que les personnes à plus faible revenu, en fait, investissent davantage dans les biens
de consommation, puis qu'on veut réduire la charge fiscale de TPS TVQ à leur égard. Malgré ça, et là, je pense que la ligne là, pour le premier quintile, elle devrait être un petit peu la ligne rouge, le pointillé, qui est la ligne des taxes de consommation, elle devrait être un petit peu sous le seuil de 5 quand même. Elle devrait être autour de 3 selon ce que je me souviens d'avoir lu dans l'étude de Godbout et Saint-Cerny. Mais la fin de la ligne serait correcte. Donc, elle pourrait être un petit peu sous le seuil de 5 mais on voit quand même que la progressivité, bon, on s'entend que beaucoup de gens plaident que les taxes à la consommation sont régressives. Ce ne serait pas exactement le cas, mais elles ne sont pas très progressives. Si elles le sont un peu. Donc, légèrement progressives. Alors que les impôts sur le revenu sont beaucoup plus progressifs. Donc, au fédéral, la taxe de vente, la taxe sur les produits et services est de 5 Au Québec, la taxe est de 9,975 Donc, peut-être que le tax mix pourrait être revu d'une manière à assurer une plus grande progressivité des impôts tout en allant chercher les mêmes revenus. C'est un aspect qui pourrait être revu. Pour la taxe de vente, il y a quand même une limite de ce qu'on peut faire quand on regarde comme ça les 5 quintiles de revenus, le premier quintile étant les 20 des contribuables qui ont le moins de revenus, et le dernier quintile, le 5e quintile, étant les 20 des contribuables qui ont le plus de revenus. On a quand même des limites. Donc, on sait qu'en matière de TPS, le 5e quintile, donc du TPS TVQ, le 5e quintile fait 40 de toutes les taxes à la consommation au Canada. Donc, le premier quintile en paierait 2,6. Donc, on ne peut pas non plus juste dire on va taxer davantage le dernier quintile parce qu'on arrive des fois à une limite qui est la limite de l'acceptable sur le plan de la politique fiscale. Donc, c'est une autre chose qu'on doit prendre en considération quand on réfléchit à un changement de taxe. Sinon, j'ai pas mal tout ouvert. Ah, ça marche là. Ouais. Je vais juste, puis après c'est toi, après je vais quitter, mais juste un dernier point, j'ai pas mal tout couvert cette PowerPoint-là. Il y a un nouvel impôt que le gouvernement fédéral, qui n'est pas un nouvel impôt, que le gouvernement fédéral a appelé un nouvel impôt pour les riches, qui est un impôt, l'impôt minimum de remplacement. Qui prévoit en fait un impôt temporaire pour les gens qui ont davantage de revenus quand ils bénéficient de beaucoup de déductions fiscales particulières. Donc, on les taxe dans l'année en cours, particulièrement si on constate qu'ils ont bénéficié de beaucoup de déductions alors qu'ils devraient avoir beaucoup de revenus puis ils devraient contribuer davantage à l'impôt. Mais c'est un impôt qui peut être remboursé. Donc, quand ils l'ont payé, si on l'impôt à payer dans d'autres années, bien, ils peuvent l'appliquer à l'encontre de l'impôt. C'est un impôt temporaire parce qu'il est remboursé. Et là, je vais citer mon collègue Cachaillard parce qu'on en a parlé la semaine dernière. Là, tout est dans la valeur de l'argent qu'on perçoit. Donc, c'est le fait de le percevoir maintenant, ça donne un avantage au gouvernement qui a des revenus maintenant, même s'il doit les rembourser plus tard. Mais tout est dans ça parce que c'est un impôt qui est monté. Ah, ça m'entend. Donc, également, pour rendre le régime fiscal plus redistributif, on peut davantage imposer les plus riches. Et en fait, déjà, il y a deux moyens. Déjà, le premier moyen, qui est probablement le moyen le plus simple, c'est de réaliser le système fiscal canadien tel qu'il est censé fonctionner. Donc, réaliser, on va dire, son fondement. Donc, il n'y a pas de changement de fondement. Donc, qu'est-ce qu'on essaye de faire avec l'impôt sur le revenu? C'est qu'on cherche à imposer proportionnellement le pouvoir économique des individus. Et donc après, on a un taux progressif parce qu'on considère que le pouvoir économique d'un individu évolue plus rapidement que son revenu. Et donc, on a cette progressivité pour en fait que chacun, on va dire, ait un sacrifice à peu près équivalent. Le problème, c'est que, on a pas mal de trous. En fait, parce qu'il y a l'objectif du rapport Carter qui était fait par des gens, par des scientifiques, par des académiques. Et après, malheureusement, il y a le passage au niveau politique où là, on va mettre pas mal de trous. Donc déjà, une première solution, ça serait de le rétablir tel qu'il est censé être. Et notamment,
de respecter en fait la nouvelle conception qu'il y a du revenu, parce que ça a été un des gros changements qu'il y a eu avec le rapport Carter et la réforme de 72, c'est le passage d'un revenu, d'une conception qui était très juridique du revenu. Donc en fait, on avait une conception du revenu comme source. Donc c'est quoi un revenu? C'est ce qui découle d'une source. Et donc on avait une discrimination des différentes formes de revenus en fonction de la pérennité de la source. Et le problème de cette conception-là de revenu, c'est que, par exemple, on n'imposait pas le gain en capital. Parce que quand on dispose d'un bien, la source se tarit. Du coup, vu que la source se tarit et qu'on considère que le revenu, c'est ce qui s'écoule d'une source, on n'imposait pas le gain en capital. Et donc, le rapport Carter, qui passe à une conception beaucoup plus économique, donc avec justement cette formule, en s'inspirant de la formule de Haig et Simons. Donc, c'est quoi le revenu? C'est la consommation plus l'évolution de l'épargne sur une période donnée. Et donc, si on veut le respecter, il y a soit respecter l'aspect consommation, soit respecter l'aspect évolution de l'épargne. Justement, la question du gain en capital, c'est justement de respecter davantage la question d'évolution de l'épargne sur une période donnée. Et donc, malheureusement, au Canada, comme vous le savez, on impose le gain en capital qu'à 50%. Alors, quand on dit qu'on l'impose, c'est un peu un abus du langage, c'est qu'on va inclure 50% du revenu du gain en capital qui, après lui-même, est imposé au taux marginal applicable. Et donc, pourquoi en 72, on a refusé cette inclusion à 100% et qu'on a fait la sorte de solution intermédiaire qui était un passage à 50%, c'est une question de concurrence internationale. C'est que les États-Unis imposaient le gain en capital à 50%, et donc pour que le Canada, qui est un pays qui est très importateur d'investissements étrangers, puisse maintenir au moins ne pas être en désavantage aux États-Unis, on a maintenu cette inclusion, on a mis une inclusion à 50%. Aujourd'hui, ça se justifie beaucoup moins parce que les États-Unis n'ont plus un peu. Les États-Unis ont une imposition très particulière du gain en capital, en tout cas, ils n'ont plus ils l'incluent à 100%. Après, c'est le taux qui va varier en fonction de la période de détention du bien. Et donc, inclure le gain en capital à 100% permettrait de rendre le régime fiscal beaucoup plus redistributif, parce que la possession de gains en capital, c'est les gens qui ont davantage de revenus qui possèdent souvent davantage de biens susceptibles de faire l'objet d'une disposition. Et donc, c'est une dépense, c'est considéré comme ce qu'on appelle une dépense fiscale. Donc, Annick reviendra plus en détail sur le concept de dépense fiscale. Et donc, l'avantage, c'est que vu que c'est officiellement considéré comme une dépense fiscale, cette perte de 50% de l'inclusion, il est chiffré tous les ans. Et mine de rien, ça représente, laisse-moi retrouver mes chiffres, ça représente 22 milliards. 22 milliards. Et donc, ça a à peu près 10% des recettes de l'impôt sur le revenu des particuliers et des sociétés qui est perdu avec ce manque d'inclusion. Donc, le gouvernement fédéral avait, pas le gouvernement fédéral, mais le Parti libéral, dans la campagne de 2018, je ne sais pas si tu avais dit ça, mais avait promis en fait de rehausser le taux d'inclusion du gain en capital à 75%, et on attend toujours. Donc, on pourrait faire mieux là. On pourrait faire beaucoup mieux. Alors, après, la question, c'est de combien. Moi, je suis plutôt un partisan du 100%, parce qu'il s'agit également de respecter l'aspect de Carter et de traiter toutes les sources de revenus de manière identique, parce que vous gagnez de l'argent à travers la disposition d'un bien ou vous gagnez de l'argent à travers votre revenu d'emploi, au final, ça vous permet d'acheter les mêmes choses. Et donc, logiquement, on devrait les imposer de la même manière. Une autre possibilité également, pour, on va dire, davantage réaliser les principes de Carter, c'est ce qu'on appelle l'inclusion du revenu imputé. C'est l'aspect davantage jouer sur l'aspect consommation. C'est la question de traiter, en fait, d'imposer la consommation de biens personnels. Et le cas le plus courant qu'on a, c'est ce qu'on appelle le loyer imputé. Donc, ça serait une solution d'augmenter l'assiette de l'impôt. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que imposer le loyer imputé? C'est-à-dire que si vous êtes propriétaire de votre bien, vous vous imposez sur une sorte de loyer fictif, comme si vous louez à vous-même votre bien. Et donc, ça permet de corriger une forme d'inégalité qui peut se créer entre un locataire qui n'a pas la possibilité, par exemple, entre deux personnes qui ont le même revenu, un qui est locataire et un qui est propriétaire, s'ils ont le même revenu,
ils vont payer le même impôt. Pour autant, la personne qui est locataire, devant assumer un loyer, se retrouve au final avec un revenu disponible bien inférieur. Et donc, pour compenser cet aspect-là, on peut imposer ce revenu imputé. Alors, la problématique qu'il y a sur ça, c'est que le Canada ne considère pas le revenu, le loyer imputé comme étant une dépense fiscale. Et donc, il n'est pas chiffré. Par contre, on peut regarder du côté des États-Unis, parce que les États-Unis, eux, considèrent bien que l'absence d'imputation du loyer constitue une dépense fiscale. Et là, on se rend compte qu'il s'agit en fait d'une manne financière énorme. Parce que rien qu'aux États-Unis, c'est la deuxième dépense fiscale. Et donc, au niveau des États-Unis, ça représente 124 milliards par an qui est comme ça, qui est perdu, qui s'échappe. Et donc, si on essayait, bien sûr, c'est un peu toujours compliqué de transférer ça, ces chiffres-là au Canada, mais on peut estimer qu'au minimum, ça rapporterait à peu près autant que l'inclusion du gain en capital. Donc déjà, entre l'inclusion du gain en capital à 100% et le loyer imputé, on peut déjà augmenter les recettes de 20%. Alors bien sûr, si on incluait le loyer imputé, ça impliquerait probablement de baisser, parce que souvent c'est un peu l'argument qui est utilisé, c'est de dire on n'impute pas les loyers fictifs, mais les propriétaires sont redevables de la taxe foncière. Alors, le problème de ce raisonnement-là, c'est que il y a souvent de la part, en matière politique fiscale, une sorte de double argumentation, qu'à la fois on va considérer que la taxe foncière est un impôt propre, et donc un impôt qui est censé refléter la capacité contributive du contribuable, et à la fois on va considérer l'impôt foncier comme une contrepartie des services, et donc comme étant un estimateur des services publics locaux. Donc malheureusement, l'argumentaire pour l'opposer à l'inclusion du loyer imputé serait de considérer l'impôt foncier comme un véritable impôt, donc comme étant une sorte d'impôt accessoire à l'impôt sur le revenu. Et excusez-moi, j'ai perdu mes mots. Est-ce que ça allait fonctionner? Non. OK, bon. Ah, ça marche. Ah, je suis en Ça fait Et donc, une deuxième solution, qui est peut-être un peu plus intéressante, c'est peut-être de changer de philosophie et de considérer que peut-être que le système fiscal canadien pourrait être un peu plus ambitieux. Donc, un peu plus ambitieux, c'est peut-être d'assumer plus directement une mission de redistribution des richesses, une mission d'égalisation. Ce qui, actuellement, on a plutôt une philosophie de redistribution par la dépense. Alors, l'aspect un peu trompeur, et comme va le voir Annick, c'est que la dépense s'effectue par l'arme fiscale, via les dépenses fiscales. Et donc, on a tendance un peu à confondre cet aspect-là, cet aspect de la loi fiscale dans son cadre normatif, qui n'a pas à titre principal une mission de redistribution, et la fiscalité dans son utilisation interventionniste, qui va avoir un effet redistributif. Et donc, la possibilité donc, de changer de philosophie, de vous dire l'impôt doit directement redistribuer, et donc d'aller chercher des nouvelles bases d'imposition. Donc, en fait, il reste deux grandes bases d'imposition possibles. On peut soit mobiliser davantage la consommation, et donc là, il y a soit on fait un changement complet de système et on substitue l'impôt sur le revenu progressif par un impôt de consommation progressif. Donc ça, par exemple, c'est la thèse de Nicolas Keldorf, mais l'effet redistributif d'un tel changement est plus que contesté en plus des difficultés administratives. Également, et ce qui est un peu fait sur l'aspect consommation, c'est la taxation des biens de luxe. On peut aller là-dedans. Et donc, l'avantage qu'il y a de la taxation des biens de luxe, c'est que, économiquement parlant, il n'y a pas trop de perturbations économiques, dans la mesure où souvent les biens de luxe sont des biens dont la demande est inélastique, qui fait que le fait qu'on les impose va pas avoir un effet dissuasif sur leur consommation. Voire même inverse, parce que parfois il y a certains biens de luxe qu'on va appeler ce qu'on appelle des biens de Veblen, où l'élasticité des prix en fait, est inverse. C'est-à-dire plus le prix est élevé, plus la demande est forte. Et donc en pratique, la taxation des biens de luxe, il y a peu d'effets de dissuasion de consommation. Et du coup, ça peut rapporter de l'argent sans perturber l'économie. Après, en termes de montant perceptible via des taxes sur les biens de luxe, on va quand même être assez limité. Une autre possibilité, c'est de corriger une des exceptions canadiennes,
et ce qui est d'imposer la richesse, notamment d'imposer la transmission de la richesse, donc via un impôt de succession et un impôt sur le don. Alors, quand on parle d'impôt de succession, on parle toujours en fait d'impôt de succession et un impôt sur les dons, parce que si on fait juste un impôt de succession, sans un impôt sur les dons, il suffit de donner ses biens juste avant de mourir ou quand on voit la faucheuse arriver, et pas d'impôt. Donc, il y a toujours cet aspect on associe toujours un impôt sur la succession sur un impôt sur les dons. Il faut savoir qu'au Canada, à une époque, c'est un impôt qui est très ancien, qui malheureusement a disparu à la suite du rapport Carter, parce que dans le principe du rapport Carter, le système fiscal n'a pas en lui-même un objectif d'égalisation important du revenu. Et donc, on l'a malheureusement abandonné. Et donc, en 1972, le fédéral s'est retiré. Et progressivement, toutes les provinces se sont retirées avec le Québec l'an dernier, en 1985. Et donc, mais là, vous allez me dire, oui, mais on a une forme d'impôt de succession, vu qu'on a une disposition des biens au décès. Toutefois, ce n'est pas comparable. On a tendance à considérer que ce sont des équivalents. Ce n'est pas tout à fait le cas. Parce que, déjà, pourquoi on a une disposition des biens au décès? Une disposition des biens au décès parce qu'on fait le choix, justement, de ne pas réaliser, comme on a vu avec le même concept qu'avec le principe d'intégration, on ne réalise pas les plus-values latentes. Et donc, malheureusement, c'est que si on ne réalise pas les plus-values latentes, c'est-à-dire l'augmentation, idéalement, si dans la conception qu'il y a du rapport Carter, si vos biens ont pris de la valeur, vous êtes plus riche. Si vous êtes plus riche, vous avez une augmentation de votre épargne, vous devez payer plus d'impôts. Le problème de ça, c'est qu'il y a un côté un peu oppressif et un peu coûteux administrativement d'imposer aux gens de manière périodique d'évaluer l'augmentation de la valeur de leurs biens et de s'imposer sur l'augmentation de valeur de ces biens. Surtout que leur bien peut augmenter de valeur, ça ne veut pas dire qu'ils vont avoir le revenu disponible pour payer cet impôt s'ils n'ont pas disposé de ce bien-là. Et donc, pour éviter qu'on n'impose jamais l'augmentation de la plus-value sur les biens, on dispose des biens lors du décès. Toutefois, le problème de cet impôt-là, c'est qu'en fait, on ne va jamais remettre en cause l'accumulation de richesses. C'est que lors de la disposition, l'imposition va seulement se faire sur l'augmentation de la valeur des biens durant la vie du contribuable. Et donc, on ne remet pas en cause la richesse accumulée au fil des générations, et donc le fait qu'il y ait des fortunes qui se bâtissent à travers les générations. Et donc, bien sûr, si on mettait en place un impôt de succession, il faudrait probablement, pour éviter une sorte de cumul, il faudrait remplacer cet impôt de transmission. Et d'autant plus que l'impôt de succession, c'est un impôt qui est globalement, dans le milieu académique, est considéré comme ayant assez peu de défauts. Parce que, de même, il n'a pas un effet économique très dissuasif. L'héritage aujourd'hui ne joue plus le rôle qu'il jouait auparavant, parce qu'à une époque, quand nos parents décédaient, on avait 25 ans, donc là, l'héritage jouait un rôle d'achat du premier logement. Aujourd'hui, l'héritage va être touché en moyenne à 50, 55 ans, donc quand les gens commencent déjà à avoir la retraite, donc pas forcément quand ils ont besoin de revenus. En plus, c'est un impôt qui techniquement ne fait pas de mal à personne, donc ça va frapper quelqu'un qui est décédé. Donc, il y a en tant que tel assez peu de raisons de ne pas mettre en place au Canada un impôt de succession. Autre solution, et qui est également peut-être la solution, on va dire, de l'étape d'après, j'aurais tendance à penser qu'il faudrait d'abord mettre en place un impôt de succession pour effectuer cette mission de redistribution et toucher des revenus, parce que l'avantage d'un impôt de succession, c'est que du coup, on peut imposer la fortune accumulée et également on peut l'imposer à des taux plus élevés. On peut avoir une échelle de taux qui est différente que les taux de l'impôt sur le revenu, comme c'est le cas avec la disposition actuellement. Et donc, autre possibilité qu'on entend souvent, ce serait un impôt sur la fortune, donc un impôt de quelques pourcentages sur la fortune. Là encore, c'est une possibilité, mais j'aurais tendance à penser qu'il faudrait, c'est plutôt, on va dire, une étape d'après. Au Canada, je pense que ce n'est pas encore la question. Ce sera la question quand on aura un impôt de succession, de peut-être faire un impôt périodique sur la richesse. Donc, tous les ans, vous payez quelques pourcentages
sur votre richesse, avec bien sûr des exemptions à la base très importantes. Ah oui, c'est encore pas. Oui, c'est bon. On a point là? Et non, mais D'accord, donc je vais passer très rapidement. Donc, la lutte contre l'évitement fiscal. Donc, la question, en fait, donc déjà, premier point, qu'est-ce que l'évasion? Qu'est-ce que l'évitement? Souvent, on a tendance, en fait, à confondre un peu les deux termes, mais l'évasion, c'est le fait, excusez-moi, c'est le fait d'ignorer délibérément, en fait, une partie de la loi. C'est-à-dire que l'évasion, elle est illégale et elle est susceptible de poursuites de conséquences sur le plan criminel. L'évitement, à l'inverse, elle est légale. C'est le fait d'utiliser les dispositions fiscales. Et souvent, ce qu'on va qualifier d'évitement, c'est quand votre motivation, elle est fiscale. C'est quand vous utilisez les dispositions fiscales, on va dire les dispositions fiscales ne sont pas une conséquence de votre activité commerciale, c'est que vous avez fait une planification dans un but en lui-même fiscal. Votre but, lors de la planification, elle est de payer moins d'impôts. Et donc, le problème, c'est que l'évitement, comme on va voir après, il faut différencier, on va dire, le bon évitement du mauvais évitement. Et notamment, c'est pourquoi il y aurait un bon évitement et un mauvais évitement, c'est parce que aujourd'hui, l'impôt sur le revenu, le système fiscal canadien est interventionniste. Donc, de plus en plus, le gouvernement nous met des incitatifs à adopter certains comportements. Donc, quand on répond à ces incitatifs, on a une motivation qui est fiscale, et comme les aides d'impôt, mais on va dans le sens. L'évitement fiscal qui va être abusif, c'est quand on contrecarre l'objectif des dispositions. Et je vais me dépêcher. Donc, la question de l'évitement, c'est que malheureusement, notre système fiscal, il a un problème d'effectivité. Et la première problème d'effectivité, et comme l'avait un peu parlé Annie, qui est lié au principe de Duc de Westminster, c'est l'interprétation ordinaire des lois en matière fiscale. Et malheureusement, bien que on ait adopté techniquement le principe moderne de Dreiger en matière d'interprétation, on a une conception qui est toute particulière en matière fiscale. Et donc, on a tendance, en fait, dans la triptyque contexte, texte, objet, on a tendance à privilégier le texte. Donc, pourquoi on privilégie le texte? Justement, avec le fameux objectif de certitude, prévisibilité et équité. Et donc, malheureusement, ça a un effet qui est un peu pervers, c'est qu'on va avoir des dispositions de plus en plus précises, et donc une complexification, une possibilité d'abus qui va augmenter. L'autre raison pour laquelle... excusez-moi. Faut que je me dépêche. Combien de temps, là? On a jusqu'à 13h, donc si on veut prévoir... empiéter sur la période de questions, peut-être? C'est ça. Je vais dire rapidement sur la GAE. Sinon, je vais mettre 10 minutes encore parce qu'on est en retard. Donc, peut-être 40, 42, peut-être... D'accord. Donc, Je je vais aller sur la RGE aussi rapidement. Non. Un des moyens qu'on a de lutter contre l'évitement, c'est la règle générale anti-évitement. Et donc, je vais vous présenter la règle générale anti-évitement, en fait, en 4 parties. Déjà, c'est quoi le paradigme de l'évitement fiscal? Donc, moi, on va revenir un peu sur la diapo que j'ai sautée. La question de qu'est-ce qu'on essaye de faire avec la RGAE, le test en 3 étapes, et après, l'interprétation en matière de RGAE. Et surtout qu'on a eu une décision très récente dans cette matière qui rebat un peu les cartes, et en plus, une décision qui va dans le bon sens. Donc, c'est assez rare pour le souligner, parce que ces dernières années, on avait... Le sens de redistribution. Oui, Oui. ça dépend toujours de quelle perspective on se place, mais oui. Oui, dans le sens davantage de son application. Oui. Et donc, comme je disais, le paradigme de l'évitement fiscal, c'est qu'on a une interprétation qui est textuelle. Et notamment, un des grands principes qui est en matière fiscale, c'est le principe de pas d'équité en fiscalité. Alors bien sûr, quand on dit pas d'équité en fiscalité, on ne parle pas de l'équité dans le sens économique, mais davantage de l'équité dans le sens d'equity. Et donc, c'est de dire si
si une disposition, pardon, je mange mes mots, c'est que en l'absence d'une disposition expresse contraire, les juges ne vont pas faire preuve d'équité, ne vont pas corriger un manque dans les dispositions fiscales. Et une des raisons pour lesquelles c'est justifié, ça va être l'aspect de souveraineté parlementaire. Alors, le problème de ça, c'est qu'il s'agit légèrement d'un abus du concept de souveraineté parlementaire. La souveraineté parlementaire, telle qu'elle est définie dans sa conception classique de Dicey, elle vise surtout à prévenir le contrôle judiciaire et la non-application des lois, mais pas à donner leur plein effet aux lois. Donc, c'est un peu un retournement du principe de souveraineté parlementaire qui est utilisé par la Cour suprême pour restreindre son interprétation en matière fiscale. Et l'autre problème, ça va être au niveau de son application. Et donc, au niveau de son application, on va systématiquement respecter ce qu'on appelle les rapports juridiques véritables. Et donc, ce principe-là, c'est un principe qui nous ressort de Dewey Westminster. C'est-à-dire que si les actes juridiques sont valables et sont véritables, il n'appartient pas à la Cour de les requalifier pour des fins fiscales. Et notamment, ça a été beaucoup défini de manière négative via le rejet de différents critères. Donc, notamment le critère de la substance, donc c'est quoi la substance économique qu'il y a derrière un acte. Donc, très rapidement, pour faire... je vais passer sur ça. La question également, on va rejeter également le critère de ce qu'on appelle l'objet commercial, c'est-à-dire qu'on ne va pas requalifier une opération qui n'a pas d'objet commercial, ou qui n'a simplement un but fiscal. Également, on va rejeter ce qu'on appelle la réalité économique, ça veut dire que le juge ne va pas requalifier un acte en fonction de sa réalité économique. De même que le rejet du critère de ce qu'on appelle la fin véritable des opérations. C'est-à-dire qu'on ne va pas regarder quelle était la finalité ultime derrière une planification. Et donc, l'objectif de la RGAE, justement, ça a été en fait de mettre fin en fait, à cette sorte d'inefficacité qu'il y avait de la lutte contre l'évitement fiscal. C'est que la lutte qu'il y avait contre l'évitement fiscal, avant la RGAE, elle s'effectuait via des dispositions qui étaient spécifiques. Et donc, il y avait toujours en fait un jeu du chat et de la souris. C'est que le législateur mettait une nouvelle disposition visant à prévenir une certaine planification, le contribuable revenait avec une nouvelle planification, nouvelle règle anti-évitement, nouvelle règle anti-évitement spécifique, nouvelle planification, donc, et en plus, il y a un phénomène en fait, de complexification de la législation fiscale, d'inflation normative, et plus on a cette inflammation, plus il devient, on va créer des trous, on va créer la possibilité d'un nouvel évitement. Et donc, l'objectif qu'il y avait avec la RGAE, c'était d'avoir uniquement une sorte d'instrument en lame de fond, en lame de fond, une sorte en deuxième phase, que si la disposition spécifique ne s'applique pas, la RGAE vient en fait en pilier de sécurité et en fait évite de toujours en fait être à rebours d'une planification. Il y a une nouvelle planification, on ne l'avait pas prévue, on doit l'assumer, on fait une correction. Donc la RGAE, on permet d'anticiper une planification. Et donc d'éviter cet aspect des choix en retard, et également du coup d'éviter l'effet d'aubaine qu'il y a à la découverte d'une nouvelle planification. Et il y avait cette volonté du coup d'un sorte d'équilibre entre l'optimisation fiscale légitime et l'évitement fiscal abusif. C'est-à-dire qu'on atténue Duke de Westminster, mais on ne le remet pas encore totalement en cause. Et donc, la RGAE, en fait, elle fonctionne avec un test en 3 étapes, mais comme on va le voir, l'étape la plus importante, c'est la 3e. La première étape, c'est y a-t-il un avantage fiscal? Donc là, c'est un point qui porte rarement problème, parce qu'en fait, on va comparer la planification d'un contribuable avec une autre planification équivalente et voir si, par rapport à cette comparaison, il y a eu moins d'impôts, une augmentation, une réduction, un évitement ou un report d'impôts. C'est un point qui pose rarement problème. En tant que tel, avoir un avantage fiscal, ce n'est pas problématique. Encore faut-il que l'avantage fiscal résulte d'une opération d'évitement. Donc, une opération d'évitement, c'est quoi une opération d'évitement? C'est
une opération qu'on peut raisonnablement considérer comme ayant été effectuée à titre principal pour des objets, comme pour des objets fiscaux. Et donc, une planification qui a principalement un objet non fiscaux ne va pas être considérée comme une opération d'évitement. Et encore là, quand on a une opération d'évitement qui procure un avantage fiscal, on n'est pas encore application de la RGE. Encore faut-il que l'opération d'évitement est abusive, soit abusive. Et donc, sur ce troisième critère, en fait, on a un test en deux étapes, qui est le première étape qui est plus intéressante, qui est la question de l'interprétation, qui est de déterminer l'esprit et l'objet de la disposition de la loi, et enfin, examiner si, dans les faits, l'opération va à l'encontre de l'esprit et de l'objet de la disposition ainsi interprétée. Et donc, l'interprétation de la RGAE, du coup, qui fait qu'en matière fiscale, on a deux interprétations. On a une interprétation ordinaire, qu'on a vu qui est restrictive, et on a une interprétation en matière de RGAE, chacune ayant un but qui est différent. En matière ordinaire, on va chercher à déterminer c'est quoi le sens de la disposition, alors qu'en matière de RGAE, on va essayer de déterminer qu'est-ce que l'objet et l'esprit de la disposition. Et donc, bon, si on va passer à PEPS. Je peux terminer rapidement. Ah, mais je pensais que tu voulais que je change. Excuse-moi. Donc, pendant très longtemps, antérieurement, initialement, la Cour d'appel fédérale avait établi en fait un test en deux volets, dans le but en fait un peu de respecter on va dire les textes sur la RGAE. Et donc, on essayait donc il y avait un premier texte, un premier volet de cette impression, on essayait de déterminer ce qu'est l'objet et l'esprit de la disposition. Et un deuxième test, on essayait de déterminer c'est quoi l'objectif de politique qu'il y avait derrière. Cette méthode-là a été censurée par la Cour suprême, qui a considéré qu'il n'y a qu'une seule méthode. Et donc, la méthode d'interprétation est la même que lors des lois ordinaires, et c'est juste qu'elle a un objectif différent. Donc, on détermine que seulement le sens de l'esprit, l'objet et l'esprit de la disposition. Le problème de ça, c'est qu'il y a eu pendant très longtemps une forme un peu de confusion entre l'interprétation ordinaire et l'interprétation en matière de RGE, et il y avait une sorte de tendance, même en matière de RGE, à faire une interprétation qui était majoritairement textuelle. Par la suite, c'était un peu ouvert, notamment avec Copthorne. On a commencé à avoir une interprétation qui était davantage contextuelle, toujours pas, on va dire, une interprétation théologique. Et là, on a eu une décision le mois dernier qui semble un peu faire en fait une sorte de compromis entre la méthode antérieure à deux volets, qui était primée par la Cour d'appel fédérale, tout en l'intégrant dans la méthode unifiée. Et donc, à travers l'aspect théologique de la méthode de l'interprétation contextuelle, textuelle et théologique unifiée, eh ben, on va intégrer ce critère de l'objectif de la politique fiscale sous-jacente. Et donc là, on va avoir avec un peu de chance, ça va permettre une application bien plus importante de la RGE dans la mesure où la Cour suprême va commencer à s'interroger sur quelle est la politique fiscale, quel est le but de la fiscalité. Donc, on a pu voir notamment dans le dernier arrêt qu'ils ont commencé à citer le rapport, beaucoup de documents extrinsèques, ils ont commencé à citer le rapport Carter pour essayer de déterminer. Donc, ça permettrait une application beaucoup plus importante de la RGE. Je te laisse ça. Je vais pas vous parler de ça, mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que l'évitement fiscal, ça représente à peu près au Canada, l'évitement fiscal abusif, bien évidemment, mais ça représente environ 7,5 milliards de perdus dans les coffres du gouvernement fédéral seulement. Donc, c'est quand même beaucoup d'argent qu'on laisse aller pour des gens qui abusent en fait des dispositions de la loi de l'impôt sur le revenu. Donc, le problème avec ça, c'est que c'est des montants qui sont difficiles à percevoir parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont à l'étranger, qui se passent à l'étranger. Mais la bonne nouvelle, la bonne nouvelle, c'est bien sûr qu'on a la RGAE qui permet maintenant d'identifier les opérations qui cherchent à éviter la loi de l'impôt sur le revenu ou à abuser de la loi de l'impôt sur le revenu. Mais il y a aussi des projets à l'international dont je vais
pas vous parler, là, mais trois grands projets qui visent aussi à la lutte contre l'évitement fiscal, qui sont en fait qui ne sont pas des projets qui sont nécessairement parfaits, mais qui permettent de lutter contre l'évitement et l'évasion fiscale par des nouvelles conventions fiscales, des meilleures pratiques dans les États, l'imposition de certaines modifications à la loi de l'impôt sur le revenu, mais aussi une plus grande transparence entre les États, donc un plus grand partage de l'information. Les deux projets qui sont actuellement là, en discussion, pilier 1 et pilier 2 de l'OCDE, ça vise à imposer en fait toutes les opérations numériques. Donc, on crée un nouveau droit d'imposition dans les pays où le numérique est vendu, alors qu'avant, il n'y avait pas de présence physique dans l'État. Maintenant, le seul fait d'avoir un marché dans cet État-là va permettre l'imposition. Donc, ça, c'est une avancée qui va permettre d'éviter, en fait, à certaines grandes compagnies, d'éviter le paiement de l'impôt. Et l'autre qui est le taux d'imposition minimum global, donc un taux de 15 % qui va être appliqué. En fait, on s'entend que tous les groupes multinationaux devraient payer 15 % d'impôts sur leurs revenus mondiaux. Et donc, le pilier 2 sert à prévoir des règles pour éviter, en fait, que ces compagnies-là continuent d'éviter le paiement de l'impôt en déplaçant des activités ou des biens sans activité dans des pays à très faible taux d'imposition. Je vous parle 30 secondes de ça parce que je trouve que c'est important. On a parlé de percevoir davantage de revenus par les États et de différentes manières, mais une chose on ne peut qu'améliorer, qui est une petite guerre pour moi depuis plusieurs années, c'est la redistribution par les lois fiscales. Parce qu'on utilise les lois fiscales pour redistribuer, donc de la même manière que les programmes sociaux. Donc, on a intégré plusieurs, l'allocation familiale, par exemple, qui était un programme social quand moi j'étais jeune, qui passe maintenant par les lois fiscales, puis qui permet, l'allocation familiale n'est pas nécessairement un bon exemple des problèmes que je vois dans la redistribution dans la loi d'impôt sur le revenu. Mais il y a des problèmes avec la redistribution dans les lois fiscales, notamment la régressivité des déductions. Puis je vais juste vous montrer un exemple, puis je vais vous laisser aller avec ça. Sinon, c'est plus difficile aussi d'évaluer si on cible les bonnes personnes, puis on arrive souvent à ne pas cibler les personnes à plus faible revenu dans la loi de l'impôt sur le revenu parce qu'elles ne déposent pas de déclaration de revenus. Donc, le fait de ne pas déposer de déclaration de revenus enlève tout le droit à tous les crédits d'impôt remboursables, ce qui cause un problème. Puis, la connaissance fiscale n'est pas tout le temps présente pour permettre aux gens d'avoir le réflexe de dire « Ah oui, je n'ai pas d'impôt à payer, mais je pourrais avoir droit à un crédit remboursable, donc je vais déposer ma déclaration de revenus. » Donc, il y a une grosse partie de la population qui est ciblée par les mesures qu'on n'arrive pas à rejoindre par cette redistribution-là, ce qui est quand même important. Puis l'autre, c'est que les mesures elles-mêmes sont mal créées. Puis je vous laisse avec cet exemple-là et je termine avec ça. 2 contribuables. C'est très, très, très simpliste comme exemple, mais c'est juste pour vous expliquer. 2 contribuables, A et B, ont une déduction pour frais de garde. Donc, A a un revenu de 10 000 $, B a un revenu de 100 000 $. Les deux ont des frais de garde pour leur enfant de 1 000 $ à la même garderie, même contexte. Ce qui fait que leur revenu imposable donc, est de 10 000 moins 1 000 pour le contribuable A, 100 000 moins 1 000 pour le contribuable B, donc 99 000. Disons que le taux d'imposition de A est de 10 % parce que les plus faibles revenus et que B paie 50 % d'impôts. Ce sont des taux totalement fictifs. Le retour ou l'avantage qui est tiré, la déduction pour de frais de garde pour le contribuable A va être de 100 $, donc 10 % de 1 000. Donc, on appelle ça la régressivité des déductions ou on appelle en anglais, on appelle ça upside down subsidy. Donc, on veut encourager, on veut aider les parents à assumer les frais de garde, mais pour le contribuable A, ça lui donne 100 $ de retour. Et pour le contribuable B, ça lui donne 500 $. Ça fonctionne bien quand on calcule le revenu de quelqu'un, qu'on veut tenir compte des déductions qui ont couru dans le cadre de son emploi, mais quand on a une politique fiscale qui cherche à encourager le deuxième revenu, à intégrer le marché du travail et surtout à aider les familles à assumer les frais de garde, ce qui est la politique fiscale pour la déduction pour frais de garde, on se rend compte qu'on n'atteint pas notre objectif de politique fiscale parce qu'on l'a intégré dans un régime qui a des paradigmes complètement différents de la subvention ou de l'aide aux contribuables. Donc, il y a beaucoup de mesures de cette nature-là. Les REER, par exemple, contribution REER, aurait le même effet dégressif
que la déduction pour frais de garde. Donc, souvent, on n'arrive pas à aller chercher les populations qui sont ciblées. On cible mal les populations comme dans une mesure comme celle-là. Donc, c'est pas un mécanisme approprié dans toutes les situations que de distribuer ou que de donner des avantages de la nature d'une loi sociale dans la loi de l'impôt sur le revenu. C'est tout ce que je veux dire. Voilà, c'est tout. Désolée d'avoir dépassé notre temps. Alors, merci beaucoup pour vos présentations. Vous avez en fait peu dépassé, somme toute, puisqu'on avait pris du retard au départ. Il nous reste 10 minutes pour la période de questions et la discussion. Est-ce que certaines personnes souhaiteraient prendre la parole ici dans la salle ou encore via Zoom? C'est possible d'écrire vos questions? Non, cette fois-ci, cette fois-ci, c'est lever la main. Non, on a fermé bon, on ne verra pas les gens. On a fermé. J'ai demandé Valérie à chaque ce qu'elle a fait donc tous les jours. Oui, un à un, c'est ça. Ah oui, parfait. Alors, mais on ne les verra pas finalement. Est-ce qu'elle peut réouvrir la présidence? Comme on dit, c'est notre expérience. C'est notre première expérience. J'ai vu vraiment Ah bon, pas ça que juste inquiétez-vous pas. ouais, donc en bref, on évite les gens à lever la main. Ah ben j'ai arrêté le partage d'écran. Je vais aller chercher Mme Michel. Je vais Ouais. Ben pour le moment, il n'y a personne qui a levé la main, donc s'il y a quelqu'un dans la salle. Ah oui, allez. Bon, alors, OK. D'abord, merci. Pour moi, là, tout ça, là, ça rentrait pile dans ce que je venais chercher aujourd'hui. Ça fait que je suis vraiment très, très contente. Puis, j'aurais envie de dire, je pense qu'on va peut-être être dû pour se reparler pour différentes raisons. Ça me fait vraiment plaisir si on pouvait voir ça. Puis, ça va faire que je vais faire mon commentaire le plus court possible après ça. C'est pas tant des questions que j'ai, comme j'aimerais ça indiquer où est-ce que ça a résonné pour moi, la présentation. Je me suis pris mes petites notes et puis je vais juste les dégrener. D'abord, il y a la fiscalité comme outil de solidarité. Dans un contexte de droit, c'est probablement malgré tout notre meilleur outil, justement pour le maximum des ressources disponibles pour rendre les droits vraiment effectifs, les droits économiques et sociaux dans notre société. Là, il y a comme un paradigme là, parce que si on le fait bien, si on considère la fiscalité dans ce sens-là, ça change certaines choses après. Alors, après ça, il y a des exemples patents de ce qu'on vient de se donner, de se dire, c'est les baisses d'impôts du Québec de cette année. J'ai eu l'occasion de regarder ça attentivement. Et puis, c'est intéressant parce que ça rejoint sur la 4e partie. Est-ce que c'est bien ou pas de passer par la fiscalité? En même temps, si on ne passe pas par la fiscalité, on peut aussi créer d'autres problèmes. Alors, il y a un balancement. Pour moi, tout ça, ça revient à comment on conceptualise la solidarité de la distribution dans notre société. Donc, ça peut se voir ensemble. L'exemple que je peux donner, si je prends la société comme ça, l'an dernier, inflation, des plus pauvres aux plus riches, on en donne jusqu'à 100 000 de revenus, à peu près 1100 ici ponctuels, puis 900 ici. Cette année, quand on regarde après les baisses d'impôts du gouvernement du Québec, j'ai eu l'occasion de faire le calcul, qu'est-ce que ça donne? Ici, vous avez moins que l'an passé pour vivre, mais ça ne coûte pas moins cher. Ici, c'est comme si, par la baisse d'impôts, on pérennisait le montant ponctuel qu'on vous a donné. Puis si vous ne l'aviez pas l'an passé, mais on vous le donne et plus. Alors, dans le fond, est-ce que c'est la question de la fiscalité ou notre manière de regarder la fiscalité, puis est-ce qu'elle remplit bien son objet du maximum de mesures? Parce que dans le fond, on vient mettre 2 milliards récurrents ici, alors qu'ici, les gens sont en déficit de couverture de leurs besoins de base. Si on avait mis ça, par exemple, dans le crédit pour solidarité, là, on aurait fait l'inverse. On aurait utilisé un maximum de ressources à l'endroit où c'était le plus utile. En tout cas, ça pose des belles questions comme ça. Tout le temps, je sentais ça. Une mise en question qui peut venir du bas de l'échelle. Est-ce qu'un dollar est un dollar? Les gens plus pauvres ont déjà dit non. $1 sur mon revenu à l'aide sociale vaut plus qu'un dollar sur le revenu du ministre. Dans un contexte comme ça, ça pose aussi la question de l'objectif du revenu. Est-ce que c'est d'augmenter la richesse d'une personne et son statut?
aussi de permettre de survivre dans une société qui a besoin d'argent pour faire fonctionner. Et dans ce cas-là, le droit au minimum nécessaire, comment est-ce qu'on le fait exister? Et je pense que là, on tombe sur la question des droits. Je dis au minimum, là, on pourrait dire le droit à un revenu suffisant. Et ce droit-là, il n'est jamais quantifié dans l'économie parce qu'il ressemble à ce qui manque dans votre revenu pour couvrir vos besoins de base du côté des plus pauvres. On est en train de travailler à conceptualiser ça. Par exemple, en disant, vous avez un demi-panier de consommation pour vivre, on a les moyens de 2, c'est ça nos moyens dans la société, et ici, les gens ont 4,5 et plus, et le discours économique du gouvernement est d'augmenter la richesse du Québec par rapport à l'Ontario en augmentant des revenus et des emplois ici. Tout ça pour dire qu'il y a un travail, je pense, de faire vraiment des liens entre l'essentiel des droits humains et la manière dont la fiscalité les honore. Si on ne le fait pas, évidemment, on va retrouver les effets négatifs. Mais on pourrait concevoir la fiscalité autrement. C'est un petit peu, moi, ce qui me vient, mais presque fini, mais j'ai eu du plaisir tout le long, c'était tellement intéressant. Et par exemple, une chose qui n'est pas comptabilité dans notre société, mais qui compte, c'est le déficit de l'espérance de vie par rapport à l'espérance de vie moyenne dans la société. Moins ton revenu est élevé, plus tu as, on a une dette de durée de vie et de vie en santé. Vis-à-vis de nos concitoyens et concitoyennes, ça non plus, c'est pas conceptualisé. Et dans un droit qui en tiendrait compte, ben, ça pourrait devenir un argument vers l'égalisation. Alors, et je termine, je vais m'arrêter là, mais je suis vraiment ravie. L'autre point, c'est qu'on arrive dans un temps d'histoire humaine où il y a des enjeux sociaux et environnementaux qui sont à concevoir et à conceptualiser aussi. Sinon, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on va, par exemple, pour la notion d'équité verticale ou du droit au revenu, est-ce que le droit au revenu, à maximiser son revenu, est plus prime sur le droit de l'humanité à la survie? La captation, parce que là, on pourrait parler non seulement de l'usage du revenu, mais de l'utilisation du budget carbone de l'humanité. Alors, si ce budget-là est complètement, c'est une prédation à un moment donné, l'usage du revenu qui surconsomme comparativement à ce qui n'est pas utilisé comme richesse collective. Et, je trouve qu'on est devant des très, très beaux enjeux, puis le droit pourrait aider. Je ne suis pas une spécialiste en droit, là, mais je pense qu'une vision du droit pourrait aider à introduire une autre manière de voir dans notre société. J'ai dit que j'ai fait un peu plus long. Je vous répondrai en 2 points, en fait. Le premier, sur toute la question, vous avez abordé la question de la baisse d'impôts du Québec. Puis, je pense que le problème de cette baisse d'impôts-là, non, il y a de nombreux problèmes avec cette baisse d'impôts, mais le problème, c'est le débat démocratique. Parce que si je pose la question, parce qu'on était dans la campagne électorale avec mes étudiants, puis je leur pose la question, la baisse d'impôts des 2 premiers paliers d'imposition, donc le palier 1 pour les plus faibles revenus, puis le deuxième palier ont baissé de 1 cette année. Et quand je pose la question à mes étudiants, qui en bénéficient? Ils sont les plus pauvres. Je dis, mais non, là, on fait les calculs au tableau, puis là, je leur prouve qu'en fait, ce n'est pas les plus pauvres qui en bénéficient davantage, c'est les plus riches qui se magasinent une réduction d'impôts jusqu'à ce qu'on revoie les taux d'imposition. C'est permanent. Donc, quand je leur explique ça, mais si on avait su, on n'aurait pas participé au débat de la même façon, parce que là, ils avaient l'impression que, et c'est un des problèmes avec la fiscalité, c'est que les gens connaissent les bases, mais n'ont pas tout le temps toutes les ressources pour participer au débat démocratique sur la fiscalité. Et je pense que cette mesure-là est passée comme une mesure qui visait les plus pauvres, alors que c'est une mesure qui bénéficie davantage aux plus riches. Donc, je pense que l'importance de la connaissance fiscale et de la distribution de la connaissance fiscale est, selon moi, vraiment importante. L'autre question, parce que vous m'avez interpellé sur la question de l'environnement, et c'est un sujet sur lequel je travaille ces temps-ci. Encore une fois, on utilise les mesures fiscales beaucoup pour lutter contre les GES, entre autres, et
on a de la difficulté à chiffrer est-ce que c'est une mesure qui est efficace parce que ça s'inscrit dans, on ne sait pas trop combien elle coûte, on ne sait pas exactement, on a des objectifs, mais on n'est pas capable de les évaluer, ni d'évaluer si les objectifs sont remplis. Donc, ça pose tout le temps des problèmes parce qu'on ne sait pas si notre mesure est efficace. L'autre chose que je voulais dire sur l'environnement, puis on en a parlé dans une conférence dernièrement, de passer, de mettre des mesures pour lutter contre la production de GES au Canada dans les lois fiscales. Ça reste tout le temps des mesures qui sont des mesures productivistes. Donc, ce qu'on veut, c'est encourager la production de biens. Mais on favorise certains biens par rapport à d'autres qui produisent des GES, mais peut-être moins que le pétrole. Donc, c'est le raisonnement qui fait, mais je pense que bientôt, et peut-être que je suis utopiste, mais c'est un changement de paradigme complet qu'on va avoir besoin dans la loi de l'impôt sur le revenu, puis d'arrêter de se dire on fait des mesures productivistes parce que je pense que là, peut-être il faut arrêter de produire aussi. Il faut ralentir la production, il faut encourager d'autres types d'économies que l'économie, je ne veux pas dire capitaliste parce que ça concernerait n'importe quelle autre économie, mais une économie productiviste. Donc, peut-être ça va un peu loin, mais je pense que c'est la prochaine réflexion que l'on va enclencher. Présentement, il n'y a personne qui a levé la main, donc j'invite les gens dans la salle à poser leurs questions. Ça cache sur notre collègue fiscaliste. Quand je regarde depuis le début, je le vois noter, puis j'attends la liste des questions. Non, pas intéressant, on peut en parler longtemps, mais je voudrais vous entendre, Annie, tu l'as mentionné, l'interaction entre le droit fiscal et, de façon générale, les droits socio-économiques. Donc, on a parlé d'interprétation assez restrictive de la Cour suprême. Bon, ça va peut-être changer. Le dernier jugement, c'est un bon signe. Monsieur le juge Brown, qui va être peut-être remplacé par quelqu'un, que les choses vont changer. Ceci étant, moi, la peur que j'ai toujours avec ça, c'est justement le Duke of Westminster qui semble survivre à tout ça. Je me disais, bon, si par exemple le droit économique devenait un droit avec un statut quasi constitutionnel ou quelque chose, est-ce que ça ne sera pas utilisé par les riches pour justement dire, pour pervertir ça en disant, mais justement, le droit, bon, la Cour suprême déjà parle de la prévisibilité, mais l'argument de dire, par exemple, la règle générale anti-évitement, ce serait une règle inconstitutionnelle parce que moi, j'ai besoin de la prévisibilité. Cet argument-là a été rejeté. Tu te rappelleras, avant, dans le premier jugement dans le Canada Transco, ça n'a même pas été plaidé en Cour suprême, mais la Cour d'appel, il a fallu qu'il rejette en disant non, non, tes droits économiques, le fait de savoir combien dans ton compte bancaire, savoir qu'il faut que tu fasses un chèque de 200 000 au gouvernement, tu es assez riche, il n'y a personne qui perd de sommeil là-dessus. Y a-t-il pas un danger à ce que la constitutionnalisation des droits économiques puisse être abusée par justement la classe riche qui va dire oui, j'ai 5 millions dans la banque, ou justement, j'ai besoin de savoir si c'est bien ou non. Je me suis compté sur mes comptables, puis là, c'est quoi cette règle anti-évitement? Parce que on se rappelle, la réticence de la Cour, c'est que la règle générale anti-évitement s'applique, on a respecté la loi, on en a abusé l'esprit. Donc, je veux dire, à un moment donné, donc c'est sur ça que je voudrais parler. Mais, puis là, je vais peut-être te renvoyer la question, Christine, mais parce que tu es la spécialiste des droits économiques et sociaux, pas moi, mais je n'ai pas l'impression que cette situation-là entrerait dans une constitutionnalisation des droits économiques et sociaux qui ne vise pas ces situations-là, en fait, qui vise vraiment de s'assurer au droit à l'éducation, au droit minimum nécessaire ou revenu suffisant pour s'acquitter. Je ne pense pas que la compagnie qui ne veut pas faire un chèque à Revenu Canada de 200 000 parce qu'il a évité l'impôt, je ne pense pas que, peu importe comment on constitutionnaliserait ces droits-là, je ne pense pas qu'ils sont visés, que c'est une situation visée par la Charte sur les droits économiques et sociaux. Donc, au contraire, je pense que l'argument inverse se plaiderait peut-être même de dire que ben non, mais toi, tu dois contribuer à ce que tous puissent avoir accès aux droits économiques et sociaux. Mais ce n'est pas ma spécialité, comme tu sais, comme ça, mais je ne sais pas si tu as une idée contraire. Non, mais je pense que c'est ça. Ça a toujours été cette histoire de l'interprétation, on en parlera, mais c'est ça. Parce que vous avez mentionné le fait que la Cour suprême est réticente à vraiment donner son plein effet
à la Règle générale anti-évitement. Donc, on se retrouve, oui, des victoires, des défaites, des avancées, des reculs. Oui, c'est ça, oui, effectivement. Puis, tu sais, mais je pense pas qu'on disait dans le sens d'une contestation, comme tu la mentionnes, mais plus dans le sens que le fait qu'on s'attache à une attribution. Tu sais, je pense qu'Alta Luxembourg, qui est l'avant-dernière décision sur la RGAE par la Cour suprême, utilisait une interprétation qui était tellement restrictive de la RGAE qu'elle la dépouillait de toute possibilité d'avoir un effet concret sur la lutte contre l'évitement fiscal. Et je pense que c'est dans le contexte de perception des revenus que cette interprétation-là pose problème, pas dans le contexte du contribuable qui se voit obligé de payer alors qu'il a abusé. Puis je pense qu'on abuse de la loi, on n'est pas dans des situations... on est dans des situations où on a déjà un doute. C'est pas... Merci beaucoup. C'est pas une pente si glissante que ça, je pense. Moi, j'avais une question. J'ai peu de connaissances en fiscalité, un peu en fiscalité locale, là, mais pas tant que. Puis, dans le fond, j'ai juste un truc qui m'a accroché en début de conférence. Vous avez parlé que dans la philosophie de la fiscalité ou des droits fiscaux, les entreprises ne sont, tu sais, dans le fond, ça ne se veut pas comme voulant imposer les entreprises. Puis j'aimerais peut-être un petit peu plus en savoir les raisons pour lesquelles, dans la philosophie de la fiscalité, on n'impose pas les entreprises. Puis aussi, On les impose. oui, mais je veux dire, ce n'est pas dans la philosophie initiale de les imposer. C'est comme un peu oui, on les impose, mais à un taux beaucoup plus, à un taux moins important que, par exemple, les contribuables ou puis je pense que c'est 18%, en tout cas, de ce que je connais, là. Puis, puis on se retrouve aussi dans des situations, comme on parlait d'évitement, comme dans lesquelles les médecins, par exemple, peuvent s'incorporer pour. Donc, tu sais, ça, je veux dire, c'est très connu, là, tout le monde le sait. Puis, c'est une forme d'évitement. Donc, je me posais cette question. Veux-tu y aller? Oui, sur l'intégration, déjà peut-être clarification terminologique. Les entreprises sont imposées. Ouais. Le conception, c'est plus qu'on ne va pas imposer les sociétés. On ne va pas imposer les personnes morales. Parce que la conception, c'est que les personnes morales, c'est une fiction juridique. Ouais. Et in fine, la personne qui va payer l'impôt va être la personne physique qui est derrière la personne morale. Donc, justement, en fait, le taux qui est moindre sur de l'impôt sur les sociétés, c'est parce qu'en fait, on souhaite d'une part établir une sorte d'impôt minimum pour éviter en fait un report à l'impôt. En fait, c'est la problématique. Une personne qui exerce son entreprise à travers une société, si elle ne se verse jamais de dividendes, dans un monde où il n'y a pas d'impôt sur les sociétés, il ne paye jamais d'impôt. Et donc, pour éviter ça, on dit, on va quand même mettre une forme d'impôt un peu de minimum, mais qui est presque considéré, on va dire, presque considéré comme une forme d'impôt à l'avance, c'est qu'en fait, il va payer en avance le futur impôt sur le revenu du particulier qui va imposer. Pas sûr d'avoir complètement répondu à la question là. Mais disons que une société gagne 100 000 $, puis elle paye un impôt de 10 %. L'impôt, c'est 12,2 fédéral provincial à peu près. Okay. Donc, elle va payer, disons qu'on va arrondir à 10 pour faire des calculs simples. Donc, 100 000 $ de revenu, elle paye 10 de son revenu, donc elle va payer 10 000 $. Elle va redistribuer 90 000 $ à son actionnaire par voie de dividende, qui va aussi s'imposer. Le principe d'intégration va imposer le dividende en tenant compte de l'impôt qui a déjà été payé par la société sur le revenu de 100 000 $. Donc, elle va payer, au lieu de payer le taux d'imposition normal, elle va payer un taux d'imposition réduit sur son dividende. Comme ça, on intègre l'impôt de la société à l'impôt des particuliers pour qu'au total, le particulier et la société paient le même impôt, en fait, que si un contribuable avait gagné 100 000 $ tout seul. Donc, à ce moment-là, c'est quoi l'avantage, par exemple, pour des médecins de 50? Il y a quand même un avantage fiscal? Il n'y en a plus tellement parce qu'en 2018, il y a eu une grosse réforme de la fiscalité canadienne. Je ne sais pas qu'il n'y en a plus du tout, mais il y en a moins qu'avant parce qu'on a justement tenté de bloquer cette voie d'évitement-là. Parce que les gens s'incorporaient, les médecins, entre autres, s'incorporaient, gagnaient du revenu dans la société, ne se redistribuaient pas. Donc, l'investissaient dans des placements, gagnaient du revenu de placement. Donc, si on fait 100 000 $ et qu'on paye 10 % d'impôt ou 12,2 % d'impôt, ben on a 88 000 qu'on peut investir
pour sa retraite, alors que si je gagne 100 000 moi, ben, il me reste pas 88 000, il me reste à peu près 50 quelques mille. Donc, de cette façon-là, il pouvait investir davantage, gagner davantage de revenus de placement qu'il pouvait réinvestir. C'était en fait ce décalage-là de l'impôt, ce report d'impôt-là qui permettait d'investir davantage tout le temps puis de grossir le fonds de pension, alors qu'un particulier ne pouvait pas faire la même chose. Et c'est ce qu'on a tenté de bloquer en 2018. Pas parfaitement, mais on essaie de décourager ces comportements-là maintenant. C'est ça, on bloque tout le temps des portes en fiscalité. Et c'est une porte qu'on a bloquée. Puis ce genre de pratique-là, on pourrait considérer comme de l'évitement, ça rentre. Non, je fais des raccourcis. C'est une forme d'évitement, mais c'est tout à fait légal. Ah, Oui. OK. Mais la définition d'évitement, c'est d'être légal. Mais Oui, mais c'est sans abus, c'est pas du tout abusif. OK. C'est juste le fonctionnement même du régime fiscal. Oui, on évite de l'impôt, mais Ça rentre pas dans le cadre qu'on. c'est pas du tout. Non, c'est ça. Ce ne serait pas considéré comme d'évitement fiscal abusif. Abusif, Le temps file, il est 13h10 et donc je pense qu'on a récupéré le retard qu'on a malheureusement absorbé au départ. Donc, pour celles et ceux qui doivent quitter, sentez-vous très à l'aise, bien sûr. Je vous remercie à tous et toutes d'avoir été présents. C'est très apprécié. J'aimerais terminer la conversation simplement en posant une petite question ouverte, notamment sur la société, dans une perspective peut-être plus sociologique du droit. J'ai l'impression que parce qu'une des questions qu'on peut se poser, c'est pourquoi? Pourquoi tant d'évitement? Pourquoi fraude? Tu as évoqué, Annick, les ressources requises pour s'attaquer, par exemple, à l'évitement fiscal, à l'évitement et surtout, je pense, à la fraude, notamment à l'évasion fiscale, là, notamment les ressources qui se trouvent un peu partout à l'étranger. Mais je m'interroge quand même sur la question du peu de mobilisation dans la société civile sur ces situations qui sont, somme toute, assez scandaleuses si on le regarde du point de vue de la redistribution. Je ne parle même pas de légalisation. Et donc, et lorsque, par exemple, Oxfam publie son fameux rapport, là où on pointe des situations d'évasion fiscale, très souvent, Oxfam, on sent qu'on passe à travers la méthodologie. Il y a beaucoup de critiques qui sont faites à l'égard des rapports d'Oxfam lorsque vient le temps de parler d'évasion fiscale. Donc, je voudrais savoir si, selon vos lectures, selon votre connaissance du milieu, quoi le pouls dans la société? Est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce qu'il y a des consensus sur ces questions-là? Est-ce qu'il y a une place pour que... Parce que le législateur, somme toute, je me demande si il n'a pas les coups des franges, finalement, pour aller de l'avant avec des mesures qui sont régressives. Ben, tu me contrediras, Cachaya, si tu n'es pas d'accord. Ça fait 25 ans que je pratique en fiscalité. Je n'ai jamais senti autant de mobilisation sur les aspects fiscaux que maintenant. Bon, tu me diras, c'est pas beaucoup, mais je sens un intérêt qui n'était pas là il y a 20 ans. Je le sens avec les étudiants quand ils entrent à la fac, ils veulent déjà faire la fiscalité. Alors que nous, quand on était à la fac, on n'était pas trop intéressés. Mais je sens qu'il y a une plus grande mobilisation, donc citoyenne, mais je sens que la langue fiscale n'est pas maîtrisée, puis que les gens, elle est maîtrisée, mais elle paraît tellement complexe que les gens n'osent pas s'exprimer complètement parce qu'ils ont l'impression de pas, ils ont le syndrome de l'imposteur par rapport aux lois fiscales. Mais en fait, tu sais, puis comme je disais la semaine passée à Cachaya aussi, en fait, quand tu comprends les principes, la loi de l'impôt, les grands principes qu'on a vus au début, tu comprends l'impôt. Donc, il n'y a personne qui est vraiment imposteur. Et je pense qu'il y a une plus grande mobilisation, puis ça fait changer les comportements. C'est cette mobilisation-là qui est à la base des projets internationaux comme BEPS, qui est le Base Erosion and Profit Shifting de l'OCDE, pilier 1 et pilier 2, c'est la mobilisation citoyenne qui est à la base de ça. Est-ce que ce qui se passe à l'international est parfait? Absolument pas.
n'est pas parfaite dans le contexte international où c'est encore des plus petites juridictions à plus faible revenu qui vont encaisser les plus gros coûts de tout ça. Mais je pense que c'est ça. Oui, la mobilisation est là. Oui, les gens sont outrés parce qu'ils voient, parce que là, c'est visible quand Google, quand Starbucks ne paye pas d'impôts, c'est visible, mais ils se sentent peut-être pas assez outillés pour participer au débat sur la place publique, au débat démocratique qui est nécessaire au changement. Puis, c'est l'OCDE, bon, là, si on rentre dans les critiques, là, mais l'OCDE, le G20 qui sont à la base des principes de modification de nos principes internationaux, restent des États riches qui sont à la base de ces changements-là. Puis les représentations qui sont faites devant l'OCDE, puis c'est des représentations à peu près à presque 100% des grands cabinets comptables, des multinationales. Donc, ceux qui ont le plancher sont ceux qui ont des équipes de fiscalistes, d'avocats, d'économistes derrière eux, qui prennent toute la place. Puis là, tu as le Tax Justice Network, tu as Oxfam, tu as des petites, c'est des institutions quand même importantes, mais qui sont presque là en train de crier pour qu'on les écoute, puis mais on est enseveli sous les rapports de grands cabinets comptables, et je pense que c'est ça, il y a des voix qui n'arrivent pas à percer pour toutes sortes de raisons. Mais moi, je sens la mobilisation plus grande, donc mais je suis une optimiste. Alors, merci beaucoup pour cette présentation. Merci à tout le monde à distance. Alors, Merci pour l'invitation, Christine. Ça fait plaisir. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir. Ça a été très instructif. Alors, peut-être que certains étudiants auront envie d'orienter leurs travaux dans cette perspective. Merci à tous et toutes. À la prochaine, à la rentrée en septembre.